attendre le grand jour, attendre qu'on ait des meilleurs dirigeants, je n'y crois pas. Je crois à l'exemple. Vraiment, c'est la seule façon de s'en sortir. Ok, donc l'exemple de chacun. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une conclusion, quelque chose que tu aurais envie de dire qui est important pour toi dans cette rubrique sur quel avenir pour l'humanité? Oui, parce que je pense qu'on ne regarde pas assez les autres là-bas, dans les pays dits en développement, etc. Que quand on les regarde toujours avec peur, effroi. Leur dire que là-bas aussi, les mêmes questions se posent. Là-bas aussi, on recherche des solutions. Là-bas, on invente parfois des solutions et que c'est pas idiot d'aller regarder comment on invente des solutions. Je prends l'exemple de la permaculture. La permaculture en France, ça reste un truc purement expérimental. À l'échelle de l'Afrique, à l'échelle de l'Inde, en Chine, c'est beaucoup plus retardé là encore, mais à l'échelle des deux autres continents, ça fait quand même 3 milliards d'habitants, c'est pas négligeable. On invente des véritables villages entièrement sous permaculture. Je rappelle, la permaculture, c'est cette idée qu'il faut arrêter de traiter la terre comme une poussière, une marchandise qu'on massacre. Il faut apprendre à travailler avec son rythme biologique. Et on s'aperçoit que les rendements de permaculture sont largement suffisants pour nourrir les populations. Ah, pas une population du monde où il y aurait 1% seulement de la planète qui serait paysanne, ou agriculteur, ou entreprise agricole, hein, mais une population agricole qui, à mon sens, de façon optimale, devrait représenter à peu près 20% d'une population donnée, puisque la part des produits alimentaires, de ce qui nous est utile pour nous nourrir, ça représente à peu près 20% de notre budget. Il serait assez logique que 20% de la population active soit dans l'agriculture. Mais on est très loin, puisqu'en France, le rêve, c'est d'aller vers 1% de la population. Donc on aura d'énormes tracteurs qui ne pourront effectivement que massacrer les sols, donc de plus en plus d'engrais, de phytosanitaires, etc. Et une qualité de l'alimentation qui se dégrade. L'espérance de vie est un signe extrêmement intéressant. Elle ne cesse désormais de plafonner et de reculer dans les pays dits développés. Ce n'est pas le cas du Japon, c'est le cas en France, c'est en train de se développer. Toutes ces maladies qui sont des maladies de la civilisation du XXe siècle sont en train d'arrêter ce qu'on a appelé le progrès. Donc, comprendre que la notion de progrès, ce n'est pas une notion de progrès technique, technologique ou économique, mais c'est une notion humaine, le progrès humain. Si on s'emparait de ça, c'est-à-dire si on revenait à la philosophie, à raison d'être, de vivre, donc de regarder la mort également en face, je pense qu'on ferait un pas de géant. C'est un économiste qui le dit, donc je pense que les philosophes ne peuvent être que contents. Jean-Joseph, il y a quelque chose d'essentiel que tu voudrais nous dire. Oui, toute cette discussion qu'on a eue, notamment sur les alternatives, sur les solutions, m'amène à considérer que le point central, c'est la question de la violence ou de la non-violence. Et on s'aperçoit que non seulement Gandhi, mais je parlais de Thoreau, de Tolstoï, etc., ont mis la question de la non-violence au cœur de leur alternative, de leur modèle alternatif. Et pourquoi? Pas parce que je parlais d'empathie vis-à-vis des autres, de compassion, du pot qu'on passe à autrui. Ça n'est possible que si on extirpe une bonne fois pour toutes ce qui a été quand même l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire, et je peux le comprendre d'ailleurs. La violence était au cœur de tout le système. Violence vis-à-vis des animaux, parce qu'on était carnivore. Violence parce qu'on était aussi dans un monde violent et qu'il fallait donc se défendre. Tant que la violence reste au cœur du système, de notre système mental, y compris vis-à-vis des enfants, de sa femme, etc., on ne peut pas aller vers une transformation. Quand Gandhi met la non-violence, ahimsa, au centre de son modèle alternatif, il dit que c'est un moyen, mais ça devient une fin en soi. De quoi? La satyagraha, la recherche de la vérité. Pourquoi? Chacun a sa vérité, d'une certaine façon. C'est vrai, ça. Et donc, si on n'est pas tolérant vis-à-vis de l'autre, si on n'accepte pas d'écouter l'autre, on ne respecte pas l'autre, et donc on rentre dans un monde d'affrontement entre les uns et les autres. Svadeshi, mon pays, ce que voulait dire Gandhi, c'est ma localité, mon lieu.
suppose la non-violence parce que être bien chez soi, c'est ne pas être attaqué par les autres. On le voit bien dans le monde moderne où les guerres sont permanentes. Et pas seulement les guerres chez les autres, les sauvages, mais les guerres que nous provoquons massivement aussi. Et puis le troisième, c'est Svadeshi, Satyagraha, la vérité, et puis la chakra. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi Gandhi était au rouet tous les jours, filait son propre textile, et ce qui renvoie à l'idée d'autonomie, aussi d'autoproduction. Et pour un économiste, c'est très important ça. Eh bien parce que dans l'industrie moderne, qu'on le veuille ou non, il y a une dose de violence considérable. Je pense que Gandhi lui-même considérait que sa proposition était une utopie. L'Inde des villages, de la petite industrie villageoise, le refus de la grande industrie des grandes infrastructures. Mais dans chaque utopie, il y a un message fort. Ce message fort, il est que si chacun peut produire le maximum de ce qu'il peut, on réduit, on va dire, les structures modernes, dites modernes de l'industrie, y compris dans les services, c'est de l'industrie, à une portion congrue. Et donc on réduit la part de la violence qui est contenue dans cette économie dite moderne. Donc la condition d'une société évoluée, post-moderne, certains diraient, ça fait bien de dire post, c'est que la non-violence devienne vraiment la norme essentielle dans les relations humaines, dans les relations à la nature, dans les relations au travail. Voilà pourquoi je crois que la non-violence, c'est pas éviter que des révolutions soient sanglantes, c'est faire en sorte que le changement soit un changement non violent et donc porteur de sociétés non violentes. Et ben voilà, je te remercie d'avoir pu apporter cette pierre essentielle à l'édifice. Et il y a pas beaucoup de monde qui pouvait le porter, et toi tu as suffisamment de connaissances de l'Inde et de la non-violence et des messages de Gandhi pour... Parce qu'en Afrique c'est un message très important aussi, et parce que j'étais étonné de voir que dans la société chinoise, une des raisons de la non-révolte vis-à-vis du parti, c'est précisément... les Chinois ont beaucoup souffert de la violence dans leur histoire millénaire. C'est une grande histoire millénaire, mais ils ont beaucoup souffert de cette violence, et je sens qu'il y a une certaine légitimité du Parti communiste chinois qui tient à ce refus de rentrer dans des campagnes violentes. Et donc, il y a une sorte de résistance latente, non violente en réalité, à ce modèle développé par en haut par le Parti communiste. Eh bien, je te remercie. Merci à vous.